Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission spéciale Grèce, émission spéciale sur le dossier grec avec mon collègue Sylvain Le Gadanin qui prendra le relais à partir de 18h45. Vincent Gann, pour commencer, le principe du point de marché ce soir, c'est de revenir sur les éléments fondamentaux qui concernent la Grèce, prendre un peu de recul, comprendre pourquoi le marché en parle tant, est-ce que la Grèce est réellement importante pour l'économie mondiale, pour l'économie de la zone euro. Si oui, on va le constater, sinon pourquoi donc tant en parler, quels sont les enjeux pour l'union monétaire, tout simplement la zone euro et son existence, y a-t-il un risque de contagion, l'Italie, l'Espagne, bref, on va parler de tous ces éléments-là à l'aide de graphiques. Je vais donc vous proposer une infographie, en vous rappelant donc à chaque fois la source de cette infographie, pour prendre un peu de recul et réenvisager les choses, alors que jour après jour, ce ne sont que des rumeurs. Encore cet après-midi, des rumeurs sur une lettre que Tsipras a fait parvenir à l'Eurogroupe, en tout cas qui ont amené ensuite des rumeurs à se développer quant à une nouvelle tranche d'aide de 29 milliards d'euros qui serait proposée ce soir pour permettre à la Grèce de faire face à ces échéances d'intérêt sur 2 ans. Mais a priori, cela ne sera pas le cas. Le référendum du dimanche 5 juillet aura de toute façon lieu. C'est l'enjeu, c'est la prochaine étape. C'est le peuple grec qui décidera de la suite des événements. Alors, je vous laisse prendre connaissance de cet avertissement sur les risques, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. C'est une présentation qui est bien sûr réalisée à titre purement indicatif. Alors, émission spéciale Grèce, je vais tout de suite revenir sur le sommaire. Je vous invite à laisser traîner vos questions dans la section commentaires, si bien sûr vous en avez. Cette vidéo, elle est enregistrée. Il y aura donc 2 enregistrements qui seront disponibles. Le premier sur les éléments fondamentaux et le second enregistrement sur les stratégies de marché potentielles à mettre en place, toujours en ayant en tête le risque financier, notamment sur le marché action. Parce que je vous rappelle que le marché action, notamment celui de la zone euro, est un marché sur lequel n'intervient pas directement la Banque Centrale Européenne. Ce qui est très différent du marché de la dette et bien sûr du marché des changes. Alors, Philérix nous poste tout de suite une image pour nous faire rigoler. Je la poste à propos donc des émeutes en Grèce. Bon, bref, en tout cas, merci Philérix, ça nous fait tous sourire. C'est agréable, il faut savoir aussi un peu se détendre. Donc, je poste tous vos commentaires qui commencent à arriver. Alors, les enjeux, de quoi allons-nous parler ce soir? Sous vos yeux, une photo que j'ai choisie pour premier slide de cette présentation. Qui vous rappelle une chose, la suite des événements est entre les mains des personnes que vous avez sous les yeux, le peuple grec. Donc on va cesser de parler d'Alexis Tsipras, de M. Varoufakis, d'Angela Merkel, du FMI. D'ailleurs le FMI c'est du passé, je vais vous expliquer pourquoi. C'est ces personnes-là qui sont sous vos yeux, qui vont décider de la suite des événements. Et donc par contre il y aura énormément d'actualités pour chercher à les influencer. L'Eurogroupe va chercher à les influencer. Les déclarations actuellement qui sont faites sont des déclarations non pas en vue d'un accord pour mettre fin à l'organisation du référendum en Grèce, ce sont des déclarations ayant pour objectif d'influencer le peuple grec dans sa décision qu'il prendra démocratiquement dimanche prochain. Ce sont donc ces personnes-là qui vont décider de la suite des événements. Alors, présentation réalisée donc par FXM, DailyFX. L'avertissement sur les risques à nouveau, je vous invite à en prendre connaissance, c'est important. Le sommaire de ce soir, plusieurs parties. Première partie, je vais revenir sur le fond du dossier grec, à savoir la dette publique grecque. Pourquoi parle-t-on de la dette publique grecque? Est-elle suffisamment, est-elle si importante que cela? La dette publique, c'est avant tout lié à un cumul de déficits budgétaires. Je vais donc aussi vous parler du budget de la Grèce. La dette publique grecque et l'économie mondiale. Qui détient la dette publique grecque? Où se situe le risque pour les créanciers? Le risque est-il d'ordre privé? Les banques françaises sont-elles en risque? Les banques européennes sont-elles en risque? Rassurez-vous, on verra que non. Les banques privées non grecques ne détiennent pas ou presque plus de titres souverains grecs. Par contre, ils détiennent des titres souverains italiens, espagnols, du sud de l'Europe. Le risque est donc davantage une anticipation de contagion. J'en parlerai. Troisième partie, l'économie grecque. Quel est l'état de santé actuel de l'économie grecque? On étudiera plusieurs agrégats, dont l'évolution du produit intérieur brut de la Grèce depuis quelques années,
l'économie grecque, l'enjeu de la consommation des ménages et surtout l'enjeu du système bancaire. Où en est le système bancaire grec? Est-il en risque? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Les échéances de l'été pour la Grèce. Nous nous orientons vers potentiellement une faillite totale de la dette publique grecque. Est-ce le cas? Est-ce que le défaut vis-à-vis du FMI est un pas important vers une faillite de la dette publique grecque? On va mettre les choses dans leur contexte. Vous verrez que le FMI, ça ne pèse pas grand-chose dans finalement ce que représente la dette publique grecque. Alors, c'est probablement davantage une situation de défaut localisé plus que de défaut global. Je vais illustrer cela à l'aide d'une infographie. La Grèce et le FMI, y a-t-il un risque d'exclusion de la Grèce du Fonds monétaire international? La Grèce peut-elle devenir un État membre du FMI exclu? Je vous rappelle que le FMI, c'est une banque internationale. Les actionnaires, ceux qui donnent des fonds au FMI, c'est les pays du monde entier. La France, les États-Unis, l'Allemagne, les pays asiatiques. Bref, la Grèce pourrait en être exclue, mais on verra que cela prendra du temps, donc ce n'est pas acquis. Le dossier grec et les éléments de marché, notamment le dossier grec et le positionnement vis-à-vis de l'euro. Je vous proposerai notamment un graphique de la volatilité implicite du taux de change euro-dollar qui nous a été fourni par notre recherche à New York. Vous verrez qu'elle se concentre sur l'immédiat, sur le très court terme. On parlera aussi bien sûr du marché de la dette à travers un indicateur qui est l'évolution du taux obligataire de la Grèce à 10 ans. Et enfin, référendum grec du dimanche 5 juillet, les scénarios possibles et leurs conséquences. Alors je vais essayer de faire tenir tout ça dans 45 minutes. Je vais donc enchaîner le point de marché et répondre dans un second temps à vos questions. Et ensuite je cède la main à Sylvain pour des scénarios sur le marché. J'espère que ce programme vous plaît. Première partie donc, la dette publique grecque, le fond du dossier grec. Car en effet tout par delà bien sûr cette fameuse dette publique. Avant de savoir qui la détient, on va essayer d'en évaluer son ampleur. Qu'est-ce qu'elle représente? Alors vous avez sous les yeux une infographie, un histogramme dont la source est Bloomberg. Plusieurs choses à voir ici sur ce graphique. Et je vais tout d'abord zoomer sur la première partie. L'évolution de la dette grecque depuis donc un certain temps. L'évolution de la dette grecque depuis donc 6 ans. Alors, en pourcentage du PIB, puisque c'est concrètement comme ça que se positionnent notamment les agences de notation lorsqu'elles veulent évaluer ce que représente la dette publique d'un État. Sans surprise, on constate que depuis l'année 2009, ce que représente la dette publique du trésor grec, donc sur le produit intérieur brut de la Grèce, ne cesse de monter. Alors, pas forcément parce que le stock global de dette augmente, mais aussi parce que le PIB grec a diminué. Ça, c'est ce qu'on verra dans un second temps. Mais donc concrètement, selon les dernières données connues, donc à savoir la fin de l'année 2014, voilà ce que représente actuellement la dette publique grecque, tout simplement 177% de son produit intérieur brut. C'est donc énorme. Dites-vous bien qu'en moyenne, au sein de la zone euro, la dette publique représente 90% du PIB. Donc on est sur une dette publique grecque qui représente à peu près le double de ce qu'elle représente pour les pays de la zone euro. Alors maintenant, la Grèce a-t-elle fait des efforts depuis 2011? On va se concentrer sur un deuxième histogramme qui est l'évolution du déficit budgétaire de la Grèce. Alors, le déficit budgétaire, c'est quoi? C'est ce qui alimente le déficit public. Le déficit budgétaire, c'est chaque année le déficit de l'État grec. Il se cumule au sein d'un stock, et ce stock représente la dette publique. Un exemple, un pays a un déficit budgétaire l'année 1 de 10 milliards, l'année 2 de 15 milliards, la dette publique à la fin de l'année 2, c'est 10 plus 15, 25 milliards. D'accord? Ça fonctionne comme ça. Alors pour envisager les perspectives de la dette publique grecque, il faut se concentrer sur le déficit budgétaire de la Grèce. Alors forcément, depuis l'année 2011, il représente à chaque fois 10% du PIB. Alors en 2014, un effort substantiel a été fait, avec une réduction drastique du déficit budgétaire, essentiellement avec les coupes dans les dépenses et l'augmentation des taxes en Grèce, ce qui a amené d'ailleurs beaucoup de problèmes sociaux, de chômage, et ce qui n'a d'ailleurs, surprise, la réduction du déficit budgétaire grec n'a pas permis une réduction de la dette publique en pourcentage du PIB. Tout simplement parce que le PIB, lui, ne cesse de baisser. Alors, c'est pour ça qu'ici, il ne s'agit que d'un ratio. C'est le rapport entre la dette dans l'absolu et le produit intérieur brut. Par contre, admettons que depuis 2 ans,
Ce qu'a réussi à faire le gouvernement grec, c'est stabiliser ce que représente la dette publique par rapport au produit intérieur brut. Donc, il y a des efforts qui sont faits par la Grèce, et c'est ce qu'on peut mesurer à travers peut-être, je dirais, euh, les problèmes sociaux du pays, la détresse sociale du pays. Et on constate qu'en dépit de cette forte détresse sociale, cela ne se traduit bien finalement que par une capacité du pays à se stabiliser. Ce qui n'est a priori pas suffisant aux yeux des créanciers internationaux. Probablement que les créanciers internationaux exigent que la Grèce renoue avec un excédent budgétaire. Alors vous imaginez que c'est forcément derrière ça la baisse des dépenses, la hausse des impôts, bref, tout ce que pour le moment se refuse le gouvernement d'Alexis Tsipras. Voilà donc pour le premier état des lieux. Forte hausse donc depuis quelques années de la dette publique de la Grèce. Ça c'est le fond du problème. Maintenant, qui détient la dette publique grecque? Qui est en danger? On parle d'un défaut de la Grèce. Un défaut, lorsqu'un pays est endetté et fait défaut, c'est quoi le problème? Eh bien, c'est que le créancier ne récupère pas ses fonds. On a un certain nombre d'exemples dans le passé, on peut citer des vieux exemples, rappelez-vous par exemple les créanciers français par rapport à l'État russe, par rapport à l'Empire russe, l'Empire des Tsars. Puis avec l'arrivée, la révolution russe, le nouveau gouvernement en Russie a fait défaut et les créanciers français ont tout perdu. Les banques, les particuliers, tout le monde. Donc, si la Grèce fait défaut, qui perd de l'argent? Qui est en danger? Vous avez sous les yeux ce que représente actuellement la dette publique grecque en milliards d'euros. Je vous ai expliqué, alors la source, c'est une source bancaire, c'est Natixis. La dette publique grecque représente 177% du PIB de la Grèce, qui est un PIB déclinant. La dette publique de la Grèce en valeur absolue représente 313 milliards d'euros. Donc presque le double du PIB grec. C'est énorme, 313 milliards d'euros. On va dire qu'à peu de choses près, c'est 10% du PIB allemand. C'est une somme énorme. On ne parle pas de quelques milliards, on parle de 313 milliards d'euros. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, qui la détient? D'abord, est-ce que le FMI, ça représente grand-chose? Je zoome ici sur ce que représente le FMI. Le FMI représente 20,6 milliards d'euros des 313 milliards d'euros. Donc, un défaut vis-à-vis du FMI, qui est en cours, on verra que ce n'est pas encore officiel, mais c'est en cours, il y a encore un certain délai. Ce n'est pas un défaut global, ce n'est pas une faillite définitive de la dette publique grecque, puisque le Fonds monétaire international ne représente que 6,5% des encours de la dette publique grecque. Donc, pourquoi ça a pu étonner certains suite à la faillite, suite au défaut vis-à-vis du FMI, les marchés ne se sont pas effondrés aujourd'hui parce que nous ne parlons que de à peine plus de 6% de la dette publique grecque. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, qui la détient cette dette publique? Il y a deux choses à voir. Le secteur privé ou le secteur public? Concrètement, les États, les institutions ou nous, les particuliers. Rassurez-vous, depuis quelques années, il y a eu un transfert, grâce notamment aux organismes pan-européens et à la Banque Centrale Européenne, de détention de la dette publique grecque des banques privées non grecques. C'est quoi une banque privée non grecque? C'est une banque privée française, c'est une banque privée allemande, une banque privée italienne, une banque privée espagnole. La dette de la Grèce n'est plus détenue par les banques privées non grecques. Elle n'est plus détenue par les banques privées françaises, allemandes, etc. Donc concrètement, la SG, la BNP, etc., elles n'ont plus de dette grecque. Parce que cette grecque, elle a été transmise à qui? Au FESF, le Fonds européen de stabilité financière, et à la Banque centrale européenne. Alors il reste malgré tout des prêts qui sont bilatéraux, à savoir entre États. L'État français détient par contre du papier souverain grec. Donc c'est là où ça peut aussi nous influencer. Parce que si l'État français perd de l'argent, il va chercher à le récupérer. Il pourra décider d'augmenter les impôts par exemple. C'est là où on peut agir directement sur les peuples autres que le peuple grec au sein de la zone euro. Alors qui détient la dette grecque? Premier détenteur, le FESF, le Fonds européen de stabilité financière. Qui sont les actionnaires du FESF? Les États de la zone euro. Pour donc 131 milliards d'euros. Ça c'est le premier détenteur de la dette publique grecque.
Le deuxième détenteur de la dette publique grecque, ce sont en direct les États de la zone euro, à travers 53 milliards d'euros de prêts bilatéraux. Des organismes internationaux autres que le FMI détiennent la dette grecque, le BERD, le BEI, ce sont d'autres banques internationales. Le FMI, c'est une banque internationale. Les actionnaires, ce sont donc les États du monde entier. Donc concrètement, environ 46 milliards sont détenus par des États autres que ceux de la zone euro. Et enfin, la Banque Centrale Européenne, qui détient 27 milliards d'euros de titres souverains grecs. Voilà donc actuellement quelle est la structure de la dette publique grecque. Et donc le secteur privé, 54 milliards d'euros sont détenus par le secteur privé. Et dans ce secteur privé, la dette est essentiellement détenue par des banques privées grecques. C'est-à-dire que la part des banques françaises, allemandes, espagnoles, italiennes dans cette partie que représente le secteur privé, ça représente encore quelque chose, mais c'est nettement moindre que ce qui a été le cas en 2011 par exemple. Rappelez-vous, en 2011, il y a eu un effacement de la dette publique grecque à hauteur de 75%. Là, oui, les banques de la zone euro hors grecque ont pris cher, si vous me permettez l'expression. Il y avait d'ailleurs eu des augmentations de capital. Donc là, c'est aussi pour cette raison que le secteur bancaire français, par exemple, les valeurs bancaires du CAC, elles n'ont pas fait moins 50 lundi. Elles ont fait moins 4, moins 5, mais elles n'ont pas fait moins 50. Donc voilà, ça c'est une chose à savoir. Après avoir vu ce que représentait la dette publique grecque, vous savez maintenant qui la détient. 83% le secteur public, 17% le secteur privé. Et sur les 17% du secteur privé, essentiellement le secteur privé grec. Et sur les 83% du secteur public, le FMI, des organismes internationaux, la Banque Centrale Européenne et surtout le FESF. Le FESF, ce sont les États. Ce sont les États. Alors, l'économie grecque, maintenant, on va parler un peu de son état de santé. On sait que la Grèce a fait des efforts, notamment budgétaires. Elle a travaillé sur sa dette. Malheureusement, cela a été nuisible à la croissance du pays. Vous avez sous les yeux un histogramme. La source, c'est la Banque mondiale, qui représente l'évolution du produit intérieur brut. Alors c'est l'agrégat qui est généralement retenu pour représenter la croissance économique. Malheureusement pour la Grèce et son peuple, et la détresse sociale du pays, c'est une chute libre du produit intérieur brut de la Grèce. En 2014, le PIB grec représente à peine plus de celui de 2006. Un retour presque 9 ans en arrière, au moment où je vous parle. Forcément, c'est triste. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on peut imaginer que le peuple grec vote non dimanche. On va en parler dans quelques instants du référendum, ça arrive. Donc voilà, la chute libre du niveau du PIB grec depuis 2009, ce qui n'invite pas à penser que le peuple grec pourrait accepter les réformes structurelles exigées par les créanciers. Parce que voilà voici une des conséquences directes de ces réformes structurelles exigées par les créanciers, la chute très progressive du produit intérieur brut de l'État grec. Alors je vais continuer donc cette infographie. Cette fois-ci, la source, c'est la Banque Centrale Européenne. L'idée maintenant, c'est de raisonner sur les banques grecques, ce fameux secteur bancaire grec. Je vous ai expliqué que la dette grecque était essentiellement détenue par le secteur public, mais en partie aussi le secteur privé, et au sein du secteur privé par les banques privées grecques. Eh bien, le problème de ces banques privées grecques, c'est qu'elles font face à des dépôts en chute libre. C'est pas récent, ça remonte aux dernières années. Pourquoi? Parce que le peuple grec n'a pas confiance. Alors, ça peut amener aussi le peuple grec à se poser des questions. Regardez concrètement ce qui se passe depuis l'arrivée au pouvoir du parti politique d'Alexis Tsipras, donc le parti politique Syriza. La chute des dépôts, vous avez sous les yeux la courbe qui représente les dépôts des épargnants grecs auprès des banques privées de la Grèce. C'était déjà la chute libre avant, depuis l'arrivée au pouvoir de Syriza, c'est davantage la chute libre. Comme si finalement le peuple grec considérait que finalement l'arrivée au pouvoir de Syriza, c'était finalement à terme la fin des négociations avec l'Eurogroupe, avec la Banque Centrale Européenne, avec le FMI et à terme la sortie de la zone euro.
alors forcément récupère ses billes, plutôt que les laisser auprès des banques. Parce que là, ce qu'est en train de nous dire le peuple grec à travers cette chute des dépôts, c'est qu'il anticipe un effondrement du système bancaire grec. Et qu'est-ce qui peut expliquer un effondrement du système bancaire grec? La fin des aides, et notamment la fin de l'ELA, l'enveloppe de liquidité d'urgence ouverte par la Banque Centrale Européenne. Donc ça, c'est ce qui peut aussi amener les Grecs à voter oui par contre. Le maintien du système bancaire. Vous avez travaillé, vous avez de l'argent, vous avez un salaire chaque mois, vous l'épargnez auprès des banques. Si le système bancaire s'effondre, vous allez perdre une grosse partie de ce que vous avez gagné. Tout ce qui ira au-delà des garanties de dépôt. Vous savez, les garanties de dépôt, il y en a dans chaque pays. Donc ça c'est important, il y a une panique liée au secteur bancaire grec qui se reconnaît à travers, bien sûr, le comportement des consommateurs grecs. La chute des dépôts, l'évolution des dépôts prend donc une tournure vraiment là, très agressive à la baisse, et cela a une bonne probabilité de se poursuivre, sauf que les banques grecques sont fermées. Il y a le contrôle des capitaux depuis le début de la semaine pour enrayer cette chute libre. Contrôle des capitaux qui s'exprime notamment à travers une limite de retrait de cash. Et d'autre part, la bourse d'Athènes, elle est fermée jusqu'à nouvel ordre. Bon, elle est fermée jusqu'à lundi, quoi. Ce qui signifie qu'on ne peut pas retirer ses billes, son épargne placée en bourse. Ça, c'est une chose. Alors, je continue puisque le temps passe et qu'il me reste encore plus de la moitié de la présentation à dérouler. Les échéances de l'été pour la Grèce. Je vous ai donc expliqué que le défaut vis-à-vis du Fonds monétaire international n'était qu'un dépôt localisé. Ce n'est pas un défaut global, ce n'est pas une faillite totale de la dette publique grecque. Pourquoi? Parce que le FMI ne représente que 6% de la dette publique. Maintenant, quelles sont les échéances? Je vous ai montré les créanciers. Les créanciers qui exigent des repaiements réguliers, ce n'est pas le FESF, c'est la Banque Centrale Européenne et le Fonds monétaire international. Lorsque vous étudiez les échéances à venir, et notamment les échéances du mois de juillet, le FMI, je l'ai barré, c'est terminé. Le FMI n'a pas été payé. Ça, c'est une chose faite. Nous sommes donc le 30 juin, le FMI n'a pas été payé. Maintenant, qui doit être payé? La Banque Centrale Européenne, rappelez-vous le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, elle détient 27 milliards. La Banque Centrale Européenne, ce n'est pas le FMI, ce n'est pas une institution internationale. Elle est payée ou c'est terminé. Elle est payée en temps et en heure où elle lâche le système bancaire grec, qu'elle soutient notamment à travers l'ELA, l'enveloppe de liquidité d'urgence, qui atteint à peu de choses près autour de 90 milliards d'euros, qui permet au système bancaire grec de faire face à la chute des dépôts, et donc d'assurer son bon fonctionnement. Parce que je vous rappelle que les banques, à la base, si elles prêtent de l'argent à l'économie, c'est avant tout parce qu'il y a des dépôts. C'est le cœur de métier d'une banque. Elle a des dépôts, elle prête. Bon, elle applique un effet de levier par rapport à ces dépôts, mais il faut des dépôts. Et comme les banques grecques n'ont plus de dépôts, les dépôts sont en chute libre, elle a besoin des liquidités de la Banque Centrale Européenne, sinon c'est fini. Regardez les prochaines échéances. 3,5 milliards d'euros le 20 juillet, 3,2 milliards d'euros le 20 août. Voilà, je reviens sur le précédent graphique. C'est la clé. C'est la suite des événements. 6 milliards 500 millions d'euros. On est sur des sommes nettement significativement plus élevées à ce que la Grèce devait au Fonds monétaire international. C'est donc pour cette raison que, au-delà du référendum, et on va voir que le référendum c'est pas la fin du monde, l'histoire ne sera pas terminée dimanche soir ni lundi matin, mais probablement autour du 20 juillet. C'est-à-dire que si la Grèce paye la BCE le 20 juillet, c'est que d'ici là un certain nombre de choses auront été résolues. En tout cas, ce tableau, vous devez le connaître par cœur. Et je peux vous rendre disponible. Il a été réalisé par David Rodriguez, notre chef analyste à New York, ici chez DailyFX, qui s'est basé sur des données qui proviennent de Bloomberg et du Wall Street Journal pour la source. Alors, la Grèce et le FMI, pour en finir avec cette histoire de dette et passer sur la suite des événements, notamment le référendum, c'est un défaut localisé et donc pas encore un défaut global. C'est donc pour cette raison qu'aujourd'hui, vous n'avez pas assisté à un effondrement de l'euro et un effondrement des marchés actions.
La Grèce et le FMI, y a-t-il un risque d'exclusion de la Grèce en tant qu'État membre du Fonds monétaire international? Oui, c'est possible. Vous avez sous les yeux toutes les étapes à envisager. Ce n'est pas immédiat. Alors tout d'abord, le Fonds monétaire international va prévenir la Grèce qu'elle est en retard de paiement. Dans un mois, Christine Lagarde, présidente du Fonds monétaire international, va avertir le comité exécutif du FMI que le délai de paiement, un mois notamment de retard, est dépassé. À ce moment-là, oui, on pourra considérer, donc sous un mois, que la Grèce est en défaut effectif vis-à-vis du Fonds monétaire international. Et ensuite, regardez ce qui se passe. 3 mois, puis 6 à 12 mois, puis 15 mois après, puis 18 mois, jusqu'à 24 mois après, pour décider d'exclure la Grèce du Fonds monétaire international. Alors vous voyez que lorsqu'il s'agit d'organismes internationaux, qui sont publics donc à l'échelle du monde, les décisions ne sont pas radicales. Donc, actuellement, d'une part, le défaut n'est pas global, mais il est localisé, et d'autre part, c'est même excessif de parler de défaut. Nous sommes dans l'étape qui est celle d'un retard de paiement. Voici encore une des raisons qui font qu'aujourd'hui, les marchés actions n'ont pas lâché. En dépit de tout ce qu'on peut lire ici et là dans les médias, défaut, défaut, défaut. Donc d'une part, le FMI, c'est que 6% de la dette grecque. D'autre part, par rapport à ces 6%, il n'y a pas de défaut, mais simplement un retard de paiement, et ça peut durer encore 2 ans, avant qu'un vrai défaut soit déclaré. Donc, vous voyez, avant que la Grèce sorte du FMI, en tant qu'État membre. Donc, on n'en est pas là. Alors maintenant, on va parler un peu plus marché, puis référendum, et puis ensuite je vous laisse avec Sylvain pour les scénarios de marché, puis bien sûr je vais répondre à vos questions si vous en avez. Le dossier grec et le positionnement vis-à-vis de l'euro-dollar, donc ça c'est important. Je vous propose à nouveau un graphique qui m'a été proposé par David Rodriguez, un de mes collègues analystes chez DailyFX à New York. Il revient sur la dispersion de la volatilité implicite du taux de change euro-dollar dans le temps. Ça c'est important. Vous avez donc ici sur l'axe des abscisses le temps. Sur l'axe des ordonnées, ce que représente la volatilité implicite du taux de change euro-dollar. Ce que je vous invite à considérer, c'est la façon dont se répartit cette volatilité implicite. Elle est énorme à court terme. Elle est énorme sur les 25 prochaines séances, mais elle s'écrase à mesure qu'on avance dans le temps. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour les marchés financiers, sur le taux de change euro-dollar, le risque, c'est lors du prochain mois. C'est donc, ce que je tiens à vous dire là, c'est que l'histoire ne sera pas terminée dimanche soir, mais c'est probablement tout le mois de juillet qui représente un enjeu pour la Grèce. En tout cas, ce que vous dit ici la volatilité implicite du taux de change euro-dollar, c'est que tout se concentre sur les toutes prochaines semaines. Les échéances vis-à-vis du FMI, c'est terminé. La clé, c'est les échéances vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Parce que si la Grèce ne paye pas la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Européenne lâche le système bancaire grec. Et si le système bancaire grec est lâché, la Banque Centrale de Grèce prend le relais, elle refrappe la drachme, et là, c'est terminé. Voilà, donc l'enjeu, c'est ça, c'est la BCE et le système bancaire grec. Et vous avez bien constaté que le système bancaire grec ne s'est pas effondré parce que le FMI n'a pas été payé. FMI qui, encore une fois, ne représente que 6% de la dette publique de la Grèce. Donc tout se joue vraiment sur cette partie-là. L'immédiat court terme, les 25 prochains jours. Alors je continue le point de marché. Le dossier grec et le marché de la dette. C'est probablement le marché sur lequel le risque est le plus présent parce que immédiat, les marchés financiers concrètement, le marché action, le marché d'échange, le marché de la dette, les matières premières. Sauf que la dette publique grecque, dans dette publique, il y a dette. Et dette, c'est le marché de la dette, le marché le plus important. Le premier des baromètres pour juger la façon dont le marché se positionne par rapport au risque de défaut de la Grèce, c'est pas l'euro-dollar, c'est pas le marché action, c'est le marché de la dette souveraine, et notamment le marché de la dette souveraine de la Grèce. L'agrégat pour mesurer la façon dont les investisseurs se positionnent par rapport à un risque pays, c'est les taux d'intérêt.
Je vous propose de revenir donc sur la courbe du taux d'intérêt du trésor public grec à 10 ans depuis plusieurs années. Et notamment se concentrer sur ce qui s'est passé en 2011. Regardez ce qui s'est passé en 2011, lorsque on a eu un effacement effectif de la dette publique grecque. Il y a eu un vrai défaut. En 2011, des créanciers notamment privés, ce qui n'est plus le cas, puisque j'ai tenté de vous montrer que désormais la dette, elle est détenue par le public, les créanciers publics et non les créanciers privés. À l'époque, lorsqu'il y avait un risque de défaut, le rendement grec à 10 ans, il est monté jusqu'à 40%. Et il est resté très longtemps à 40%, regardez. Il est resté plusieurs mois. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises du taux obligataire grec à 10 ans. Alors maintenant, qu'en est-il à court terme? Certes, on se reprend, on monte, et notamment depuis quelques semaines, où le taux obligataire grec à 10 ans atteint désormais 15%, mais on est très loin de la situation de marché de l'année 2011. Donc actuellement, le marché de la dette price probablement le défaut vis-à-vis du FMI, qui peut appeler d'autres non-paiements. Autant vous dire que si la Grèce ne paye pas la BCE, le rendement monte à 30%. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, certes, il y a une forme de panique sur le marché de la dette, il n'y en a pas sur l'euro, il n'y en a pas sur le marché action. Et le FMI n'a pas été un élément suffisant pour déclencher cette panique. Elle pourrait survenir à l'issue du référendum. Alors maintenant, justement, on va en parler un peu du référendum. C'est quoi les enjeux, les scénarios possibles? J'ai tenté de concevoir 3 scénarios possibles, avec leurs tenants et leurs aboutissants et leurs conséquences potentielles. C'est mon opinion de recherche, c'est celle de DailyFX France. Elle est donnée à titre indicatif. Toujours beaucoup de recul par rapport à un événement extrêmement volatile, tant du point de vue de son impact sur le marché que de son actualité. Ce que j'appelle le news flow, les rumeurs, etc. Donc voilà, un encadré ici, un zoom sur ce qui s'est passé en 2011. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est sans commune mesure avec la crise de la dette de l'année 2011. Alors maintenant, les scénarios possibles. J'en ai référencé 3. Je vais tenter de vous en décrire les conséquences. Premier scénario, il sera connu dès ce soir. Il me paraît peu probable, mais il ne faut pas l'exclure, l'annulation du référendum. L'annulation du référendum me paraît peu probable. Pourquoi? Parce que le gouvernement allemand n'envisage aucune aide supplémentaire tant que les résultats du référendum ne sont pas connus. L'aide supplémentaire, c'est quoi? C'est celle que pourrait obtenir ce soir la Grèce, les fameux 29 milliards d'euros, pour faire face non pas aux échéances actuelles, mais aux intérêts de la dette sur 2 ans. Donc on voit que les négociations se poursuivent. J'entendais encore tout à l'heure Alexis Tsipras qui a fait parvenir une lettre à l'Eurogroupe qu'il irait jusqu'au bout, qu'il appelle à nouveau à voter non. Il n'y a aucune raison que le référendum ne soit pas annulé, où le gouvernement actuel, démocratiquement élu, perdrait toute crédibilité. Donc de toute façon, et c'est ce qu'exigent maintenant les Allemands, qu'on aille au bout des choses du processus démocratique, il y aura le référendum. Mais si le référendum est annulé, ce serait la meilleure des bonnes nouvelles pour les marchés financiers. Mais ça me paraît malgré tout un scénario peu probable, mais à ne pas exclure. Mais c'est celui auquel je donne le moins de probabilité de réalisation. Et de toute façon, sera fixé ce soir ou pas. Deuxième scénario possible, ce n'est pas celui qui actuellement emporte les sondages, le scénario du oui. Alors déjà, avant de parler du scénario, c'est quoi la question qui va être posée? La question qui va être posée, ce n'est pas la question de l'appartenance de la Grèce à la zone euro. La question qui sera posée, c'est la perception qu'ont les Grecs par rapport aux réformes structurelles qu'exigent les créanciers. Ces réformes structurelles qui ont entraîné la baisse continue du produit intérieur brut, la hausse continue du taux de chômage, la détresse sociale actuelle, mais, admettons-le, une amélioration du déficit budgétaire du gouvernement grec. Reste à savoir comment le peuple grec va réagir. Alors, le oui peut-il l'emporter? Les tout derniers sondages connus donnent les chiffres suivants. 37% des Grecs voteraient oui. Ça, ce sont les tout derniers sondages connus. Des sondages post-contrôle des capitaux, des sondages post-non-paiement du FMI. Donc ça date de ce matin. 37% en faveur du oui, 46% en faveur du non, et le reste ne se prononce pas. Dites-vous bien que la part du oui augmente depuis le début de la semaine.
avec les effets concrets du non-paiement et du défaut partiel, le contrôle des capitaux, le fait qu'on ne puisse pas retirer plus d'une certaine somme au guichet, le fait que la bourse d'Athènes soit fermée fait qu'un certain nombre d'épargnants grecs ne peuvent plus retirer leurs billes en bourse, ça panique, ça fait réfléchir et la part du oui a augmenté, mais elle ne dépasse pas encore la part du non. Alors maintenant, les scénarios possibles du référendum grec, il y a la possibilité qu'il soit annulé, mais imaginons qu'il ne soit pas annulé. En cas de victoire du oui, euh, il y a une incertitude qui disparaîtrait, qui serait celle de la dette grecque. Si le oui l'emporte, eh bien, le gouvernement grec reviendra à la table des négociations. Il est probable que si le oui l'emporte, une certaine aide soit libérée, permettant à la Grèce de faire face notamment à ses échéances vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Donc ça, c'est une chose. Par contre, si le oui l'emporte, une nouvelle forme d'incertitude arrivera. Il s'agira de l'incertitude politique. Pourquoi? Parce que le gouvernement d'Alexis Tsipras, c'est sa crédibilité là qu'il met sur le référendum, en appelant à voter non. Donc si le oui l'emporte, ça peut calmer les marchés financiers, mais par contre il y aura de l'incertitude politique. En clair, si le oui l'emporte, le gouvernement d'Alexis Tsipras sera renversé, ce serait un désaveu pour le parti politique Syriza. Mais on rentrera à nouveau dans cette phase d'incertitude politique. Rappelez-vous, c'était à la fin de l'année 2014. Il y avait eu beaucoup d'incertitudes politiques. Et puis finalement, c'était Syriza qui avait pris le pouvoir. Bon, on reviendrait quelques mois en arrière. Mais ça calmerait les marchés financiers. Donc concrètement, si le oui l'emporte, ce que n'anticipent pas les sondages pour le moment, c'est risk on pour le marché. C'est l'appétit pour le risque. C'est bien pour le marché action, notamment. C'est bien pour le marché de la dette, naturellement, puisque le risque de contagion aux dettes publiques espagnoles, italiennes et portugaises, ça me nuiserait beaucoup. Mais cela laisserait la place à l'incertitude politique. Alors si le non l'emporte, c'est l'aversion au risque total. C'est ce que price pour le moment les sondages, 46%. Alors si le non l'emporte, là forcément ce serait la première étape du scénario de sortie de la Grèce de la zone euro. On rentrerait clairement en territoire inconnu. Les scénarios c'est quoi? D'une part que la Grèce émette une nouvelle monnaie, qu'on aboutisse donc un retour à la drachme, tout simplement. Si le non l'emporte, que la Grèce à terme sorte de la zone euro. Si le non l'emporte, fermeture totale des négociations entre la Grèce et ses créanciers. Et surtout, si la Grèce revient à sa monnaie nationale, le risque énorme, c'est de voir d'autres pays vouloir tendre vers la même voie. Alors, ce serait le point de départ de telles spéculations. Pourquoi pas imaginer les Portugais, les Italiens, les Espagnols, qui ont aussi une dette énorme, finalement voir le camp du retour à la monnaie nationale prendre de l'ampleur. Et à ce moment-là, avoir un mouvement de vente massive des investisseurs internationaux sur les dettes souveraines de ces pays-là, qui mécaniquement se traduirait par des sorties de capitaux, ce qui exercerait une pression, là pour le coup, fortement baissière sur l'euro. Il y a eu une pression baissière sur l'euro dimanche dernier, mais elle a été rapidement neutralisée. Dans un cas qui verrait une augmentation significative des rendements obligataires des pays du sud de l'Europe, là autant vous dire que l'euro il sera sous pression comme en 2011 et en 2012. Donc un vote, une victoire du non, autant vous dire que ça conduirait à une aggravation dramatique des événements. C'est le scénario du pire. Mais ce n'est pas fait. On voit que dans les sondages, le oui gagne du terrain. Parce que les Grecs constatent concrètement les effets de la politique actuelle du gouvernement d'Alexis Tsipras. Bon voilà, moi c'est ce que je pouvais vous dire. Je n'ai pas de boule de cristal, mais ça me paraît à peu près sensé de voir les choses comme ça. 3 scénarios, l'annulation du référendum, peu probable mais possible. La victoire du oui, scénario minoritaire mais qui gagne en force. La victoire du non, scénario majoritaire mais qui perd en force depuis la mise en place du contrôle des capitaux et le défaut localisé de l'État grec vis-à-vis du Fonds monétaire international. Alors, je continue le point de marché. Je termine sur un dernier slide avant de répondre à vos questions et de céder la parole à Sylvain pour un aspect beaucoup plus marché cette fois-ci, en espérant que tous ces slides vous ont permis d'avoir un peu plus de recul sur la situation. Concrètement,
pourquoi tant de tapage sur la Grèce? C'est souvent une question qu'on nous pose. La Grèce, qu'est-ce que ça représente pour l'économie mondiale? Où se trouvent les enjeux? Alors vous avez sous les yeux un histogramme que j'ai construit en utilisant les données en libre service proposées par Eurostat, qui est l'agence statistique centrale pour la zone euro. Sur cet histogramme, vous avez ce que représente le produit intérieur brut d'un certain nombre de pays de manière absolue. Donc c'est exprimé en milliards d'euros. Alors vous avez par exemple le PIB de la zone euro qui représente 10 000 milliards d'euros. Vous avez le PIB des États-Unis qui représente 13 000 milliards d'euros. Le PIB de l'Allemagne, 3 000 milliards d'euros. Le PIB de la France, un peu plus de 2 000 milliards d'euros. Le PIB de l'Italie, environ 1 milliard, 700 milliards d'euros. Et la Grèce, elle est où dans tout ça? Alors on va la chercher, on va zoomer. Je suis obligé de zoomer parce que je vois pas la Grèce sur l'histogramme. Ah, elle est là. Voilà. Le PIB grec, c'est rien. C'est vraiment une façon de parler quand je dis c'est rien, c'est pas péjoratif, mais de manière absolue, ça ne représente pas grand-chose. D'accord? Je vous ai même montré tout à l'heure que la dette publique grecque représentait près de 2 fois le PIB de la Grèce. Donc autant vous dire que si la Grèce quitte la zone euro, ce n'est pas dramatique du point de vue de ce que représente la zone euro. Ce serait différent si l'Allemagne quittait la zone euro, si l'Italie quittait la zone euro, si la France ou l'Espagne quittaient la zone euro. Par contre, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce qui inquiète les marchés financiers, c'est non pas ce que représente de manière absolue la Grèce, mais le risque de contagion. Car si la Grèce devait revenir à sa monnaie nationale, cela pourrait amener d'autres pays à terme à faire de même, ou cela pourrait amener le marché à spéculer sur la possibilité de voir d'autres pays plus importants à suivre la même voie. Quelles sont les grandes économies endettées au sein de la zone euro? Quels sont les 2 pays qui inquiètent? Et quel est notamment le pays qui inquiète? C'est l'Italie. L'Italie, dont le ratio dette publique sur PIB représente quelque chose d'énorme, certes. L'Italie qui a une dette qui, de manière absolue, représente quelque chose de très important. Et l'Italie, c'est pas rien, c'est presque 2000 milliards d'euros de produits intérieurs bruts. Là, ce serait clairement plus complexe pour la zone euro. Donc vous voyez que dimanche, c'est pas la fin du monde. Par contre, il y aura de la volatilité si le non l'emporte. Mais quand bien même le non l'emporterait, il n'est pas certain derrière que la Grèce souhaite revenir à sa monnaie nationale. Ça pourrait par contre amener les créanciers à lâcher du lest. Alors oui, il y a plein de scénarios possibles derrière la victoire du non. La victoire du non, c'est un des 3 scénarios possibles. Et si cela se produit, il n'y a pas automatiquement non égale sortie de la Grèce de la zone euro. Mais par contre, c'est certain que ça ne plairait pas au marché. Et qu'en cas de victoire du non, là, il faut s'attendre, par contre, à quand même des sorties de capitaux et donc une chute des marchés actions, etc. Bon, voilà, un encadré ici qui vous permet de comparer ce que représente la Grèce en termes de produit intérieur brut par rapport à la zone euro. Vous constatez que ce n'est pas grand-chose. Alors, c'est la fin de ce point de marché spécial Grèce du point de vue des fondamentaux. Mais attention, ce n'est pas la fin du point de vue du marché. Avant de céder la parole à Sylvain, je jette un œil tout de même à vos questions parce que elles ont quand même été nombreuses. Alors, je vais les poster. Alors, bon, première question sur les dépôts des épargnants grecs auprès des banques privées grecques. Vous constatez que c'est la chute libre. Alors, pourquoi les Grecs ne confisquent pas tous leurs avoirs détenus à l'étranger? Là, ce serait aussi se mettre en situation de risque par rapport à toutes les banques internationales où sont déposés ces avoirs. Les dépôts sont maintenant sous les matelas. Serge nous dit que la Grèce sera sauvée par la Russie. Bon, de toute façon, pour que la Russie ait son mot à dire avec la Grèce, il faudrait déjà que la Grèce récupère sa monnaie nationale. D'autre part, il n'y a pas que ça. Je vous rappelle que la Grèce n'est pas que la zone euro, elle appartient aussi à des institutions internationales, des institutions militaires notamment. Bref, ce ne serait pas non plus carte blanche pour la Grèce, pour la Russie.
Alors, question de visiteurs, justement, et ça me paraît très important, le FMI étant contrôlé par les Américains, alors il est vrai que le FMI est les États-Unis sont le premier actionnaire du Fonds monétaire international. C'est pour ça que les États-Unis ont leur mot à dire. Bon, après, on a vu tout à l'heure que c'était pas non plus une somme astronomique que détenait le FMI, mais en effet, les États-Unis ont leur mot à dire, d'une part parce que de manière indirecte, via le FMI, ils détiennent une partie de la dette grecque, et d'autre part par rapport au système d'alliance militaire. Notamment si à terme cela devait amener la Grèce à se rapprocher de la Russie, cela ne plairait absolument pas aux États-Unis, naturellement. Alors question de visiteurs, d'où vient l'argent utilisé par le FMI? Il vient de l'État français, de l'État allemand. Les actionnaires du FMI sont les États. Le Japon, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, voilà. C'est les actionnaires du FMI. Vous allez sur le site du Fonds monétaire international, vous allez trouver les actionnaires. Donc oui, Micheline, il y a beaucoup voilà, de news flow, d'actualité, hein. Alors, quand je parle des créanciers publics, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, je vais vous remontrer le graphique avec les créanciers publics, je parle des États. Les créanciers publics sont à opposer concrètement aux créanciers privés, c'est-à-dire les banques privées, les assureurs privés. Alors forcément, derrière les États, c'est bien sûr les peuples, notamment à travers le système fiscal, mais les créanciers publics, ce sont les États, à opposer donc aux banques, concrètement. Alors si le nom l'emporte, c'est la fin des haricots, bon voilà, en effet, hein. Alors, Visiteur nous dit pourquoi nous, au sein de la zone euro, on ne ferait pas un référendum pour savoir si on veut encore prêter aux Grecs. Bon, voilà, hein. Si les Européens cèdent à la grecque, cela donnera d'autres idées à d'autres peuples, donc bah, c'est le risque de contagion, tout à fait. Merci Benny Boy. Euh, alors, je pense que si le oui l'emporte, cela amènera de toute façon Alexis Tsipras et son gouvernement à démissionner, je le pense. En cas de sortie de la Grèce de la zone euro, à combien peut descendre le taux de change euro-dollar? C'est hyper difficile à pricer, tout dépendra des sorties de capitaux de la zone euro. Mais je pense que ça exercera une pression sur le taux de change euro-dollar. Écoutez, regardez ce qu'a fait le taux de change euro-dollar à l'ouverture du Forex dimanche dernier. L'annonce du référendum, ça a fait 150 points de baisse. Le défaut vis-à-vis du FMI, pas grand-chose, parce qu'il était anticipé, donc 150 points de baisse. Le non, c'est faire peser un risque de défaut vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. On peut s'attendre à quelque chose de plus important, ça peut être plusieurs centaines de pips. Alors beaucoup de questions sur ce qui pourrait se passer en termes politiques, ça c'est encore un autre sujet, on aura l'occasion d'en reparler. Moi j'ai tenté de vous faire un état des lieux essentiellement fondamental et économique. Il est 18h49, le temps est venu pour moi de céder la parole à Sylvain. Alors Sylvain qui va maintenant revenir sur l'aspect marché, notamment les stratégies de marché qui sont liées au développement de ce dossier grec. Voilà, la vidéo a été enregistrée, elle sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici une demi-heure environ, j'espère que cela vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le programme Good Morning CAC 40 à 9h15 sur dailyfx.fr. Merci à toutes et à tous de votre attention et à demain.